J'ai découvert que mon mari avait organisé notre déménagement dans une nouvelle ville pour se rapprocher de Sohama. J'ai trouvé la clé d'un appartement que je n'avais jamais vu, caché dans le fond d'une valise dont il disait ne plus avoir l'utilité. Ce n'était pas seulement une clé, c'était le poids de 10 années de massage qui venait de s'écrouler sur mes pieds nus, dans le silence glacial de notre chambre encore remplie de cartons. Avant que je ne vous raconte la suite, ce naufrage intime que je traverse et que personne ne soupçonne derrière la façade de ma vie bien rangée, je vous demande une chose, si ce que je dis résonne en vous, si vous aussi vous avez senti le sol se dérober, abonnez-vous, likez, partagez, et surtout, racontez-moi votre vérité dans les commentaires. C'est en nous entendant que nous cessons de porter ces secrets comme des fardeaux. Je vous lis, et je ne suis plus tout à fait seul dans cette tempête. On a toujours l'impression que ces histoires-là, les histoires de trahison cinématographique, arrivent aux autres, à ces femmes qu'on croise dans les cafés, celles dont on observe la tristesse trop polie, la solitude faite, pas à moi. Ma vie avec Marc, c'était une architecture impeccable, une sorte de chef-d'œuvre de la normalité française. On s'était rencontrés à Lyon, dans une librairie de quartier, par une pluie de novembre qui semblait avoir été écrite pour nous. On aimait les mêmes vets, les mêmes sorties au théâtre, les mêmes dimanches à traîner en pyjama à regarder les vieux films en noir et blanc. Quand il a été muté à Nantes, je n'ai pas hésité une seconde. On a choisi ensemble cette maison, une grande demeure bourgeoise un peu démodée, avec ses parquets qui graissent et ses fenêtres qui donnent sur un jardin clos, un cocon que nous étions censés remplir un jour de rire d'enfants. Pendant des mois, j'ai cru que le déménagement était une preuve d'engagement, une étape de plus dans notre ascension commune. Il me parlait d'avenir, de projets de cette ville nouvelle où tout serait plus facile, plus paisible, loin d'un stress parisien qui nous étouffait. Il était si convaincant, si attentionné. Quand il rentrait le soir, il m'embrassait longuement, il me parlait de ses journées, de son épuisement, de sa fatigue nerveuse. Je cuisinais pour lui, je prenais soin de ce foyer, je m'assurais que chaque détail soit à sa place. Je le regardais souvent, assis en bout de table, et je me disais que j'avais une chance insolente. J'aimais ses mets, j'aimais la façon dont il froissait les sourcils quand il se concentrait sur ses dossiers, j'aimais même ses petites manies agaçantes. C'était mon socle, c'était mon tout. Les premiers signes ont été invisibles, des fantômes de changement qu'on refuse de voir parce que l'esprit préfère protéger le cœur plutôt que de le confronter à la vérité. Ce n'étaient pas des appels tardifs, il n'était pas du genre à laisser traîner son téléphone, il le rangeait toujours, avec une précision maniaque presque névrotique. C'étaient des absences de plus en plus fréquentes. Des réunions de dernière minute, des imprévus professionnels, des week-ends qu'il devait passer à finaliser des contrats cruciaux dans la nouvelle ville. Seul, sous prétexte que je devais gérer les cartons ici, à Lyon, je m'en voulais de lui en vouloir. Je me disais que j'étais exigeante, que je ne comprenais pas la pression qu'il subissait. Je me répétais, comme un mantra, qu'il le faisait pour nous, pour notre maison, pour cet avenir radieux qu'il nous avait promis. Il y avait aussi cette étrange distance, un voile qui s'était installé entre nous. Il était là physiquement, mais ses pensées semblaient ailleurs, coincées derrière une vitre opaque que je n'arrivais pas à briser. Quand je l'embrassais, il y avait comme un réflexe, un micro-mouvement de retraite avant qu'il ne reprenne le contrôle et ne me serre contre lui. Sur le moment, j'ai mis ça sur le code d'une stress. On va déménager au change de vie, c'est lourd, c'est beaucoup à porter pour un seul homme. Je me disais, quelle idiote j'étais, quelle idiote je suis encore, peut-être, d'avoir été si aveuglément dévouée. Je faisais des listes, je triais, je préparais les cartons, je m'occupais de tout l'administratif, de la résiliation des contrats, de la paperasse, pendant qu'il préparait le terrain là-bas. J'ai commencé à remarquer des détails que je ne voulais pas admettre. Il avait changé ses habitudes vestimentaires. Il avait acheté une nouvelle eau de toilette, plus boisée, plus mystérieuse. Il avait même commencé à s'intéresser à des restaurants et à des lieux culturels dans cette nouvelle ville, des lieux dont il ne me parlait jamais le soir, comme si ces découvertes étaient des expériences solitaires. Parfois, en fait de soirée, il restait sur la terrasse, son verre de vin à la main, regardant le noir du jardin avec une intensité qui me glaçait le sang. Je restais dans la cuisine, le cœur battant sans oser l'interrompre. Je sentais que si j'ouvrais la porte, je risquais de briser quelque chose de fragile. Mais qu'est-ce qui était encore fragile? Tout semblait déjà en ruine, je ne le savais tout simplement pas encore. Une semaine avant le départ définitif, il est rentré de l'un de ses voyages avec une attitude étrange. Il était d'une humeur radieuse, presque fébrile, ce qui contrastait violemment avec la morosité de ces derniers mois. Il m'a offert des fleurs, un bouquet beaucoup trop grand, beaucoup trop éclatant pour une simple soirée de semaine. Il m'a embrassé avec une ferveur qui aurait dû m'alerter au lieu de me rassurer. Il était trop présent, trop souriant. Il parlait sans cesse, me détaillait les plans de la maison à Nantes, me montrait des photos de quartiers que j'allais bientôt découvrir.
Tout était trop parfait, trop lisse, trop huilé. Un rouage qui tourne trop rond est souvent celui qui cache une défaillance. J'ai eu un vertige, un instant, comme si l'air de la pièce était devenu irrespirable. J'ai prétexté une migraine pour m'isoler, pour respirer, pour essayer de comprendre pourquoi cette joie me faisait plus peur que son silence habituel. Puis, le lendemain, le ménage, cette fameuse valise. Elle traînait au grenier depuis des lustres, une vieille valise en cuir qu'il n'utilisait jamais, celle qu'il avait héritée de son grand-père. J'avais besoin de la récupérer pour y ranger des vieux livres, des souvenirs que je ne voulais pas laisser aux déménageurs. Je l'ai descendue, je l'ai ouverte. Elle était vide, à l'exception d'une petite pochette en velours dans la doublure intérieure. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ouverte. C'était un réflexe, une pulsion née de cette intuition sourde qui m'habitait depuis des semaines. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, pas de vieux papiers de famille. Il y avait une clé de porte blédée, une étiquette de Impressing avec un nom de rue que je ne connaissais pas, et un reçu de restaurant daté de la veille, dans la ville où nous étions censés emménager. Ce n'était pas un dîner d'affaires. C'était un dîner pour deux, un menu dégustation, 2 verres de champagne, le tout payé avec une carte de crédit dont je n'avais jamais eu connaissance. J'ai relu le ticket 5 fois. Le nom de la rue m'est revenu, celui dont il m'avait parlé, en passant, pour dire que c'était un quartier sans intérêt pour nous. Pourquoi irait-il manger là-bas alors qu'il m'avait assuré avoir passé sa soirée en conférence téléphonique? Le mode s'est mis à vibrer. Le parquet sous mes pieds a sablé se transformer en sable mouvant. Mon premier réflexe a été de la reposer, de tout remettre en place, de feindre l'ignorance. Si je ne voyais rien, si je ne savais rien, tout pouvait continuer. C'était la peur de perdre ce que j'avais construit qui me paralysait, cette peur atavique de voir ma vie voler en éclats. Je suis resté prostré sur le sol, la clé dans la main, le froid montant de la pierre jusqu'à mes os. Le silence de la maison était devenu assourdissant. Chaque craquement du bois sonnait comme un reproche. Il est rentré 2 heures plus tard. Il m'a trouvée assise là, la valise ouverte, la clé bien en évidence sur le tapis. Il s'est figé dans l'embrasure de la porte, le visage passant instantanément de la décontraction à un masque de pierre, une expression que je ne lui avais jamais vue. Il n'a rien dit. Il n'a pas essayé d'évoquer une excuse immédiate. Il m'a regardé et dans ses yeux j'ai vu la faim. Ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas de la honte, c'était de l'agacement. L'agacement de celui qui se fait prendre, celui qui regrette non pas d'avoir trahi, mais d'avoir été découvert avant que son plan ne soit parfaitement exécuté. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne connaissais pas l'homme qui se tenait en face de moi. Cet homme-là ne m'aimait plus. Il ne m'aimait probablement plus depuis très longtemps. Il a fait un pas vers moi, un geste lent calculé, la main tendue pour reprendre cette clé. « Tu n'aurais jamais dû fouiller ?» a-t-il dit d'une voix si calme, si posée qu'elle m'a fait l'effet d'une gifle. Aucune explication, aucune demande de pardon, juste ce reproche. « Tu as tout gâché », a-t-il ajouté en soupirant, comme si j'étais une enfant capricieuse qui venait de renverser un verre de lait. J'ai ri. Un rire nerveux, aigu, qui a résonné contre les murs nus de la pièce. J'ai senti une colère immense m'ôter, une rage pure brûlante qui a balayé toute ma tristesse. Je n'étais plus la femme qui attendait le retour de son mari avec un dîner chaud. J'étais une étrangère dans ma propre vie, face à un inconnu qui avait orchestré mon destin comme on déplace des pions sur un échiquier. Il s'est approché un peu plus, sa silhouette projetant une ombre immense sur le mur. Il a répété « Repose cette clé, on a beaucoup de choses à faire pour demain. » Demain, le déménagement, la nouvelle vie, la nouvelle ville, tout ce qu'il avait préparé pour nous, alors qu'il préparait en réalité mon éviction de son cœur, tout en me gardant comme un accessoire commode pour sa transition. J'ai serré la clé si fort dans ma main que le métal a marqué ma peau, une sensation de douleur physique qui m'a ancré dans la réalité. Je me suis levé lentement, mes jambes tremblant à peine. Je l'ai regardé droit dans les yeux, cherchant une once d'humanité, une faille, un souvenir partagé, mais il n'y avait que du vide, une froideur clinique, une détermination glaciale. Il a commencé à parler, à dérouler son script, des mots qu'il avait probablement préparés pour ce moment, pour que le masque tomberait. Il m'a parlé de liberté, de besoin, de choses que je ne pouvais pas comprendre. Il a justifié chaque mensonge, chaque absence, avec une logique implacable qui aurait pu me convaincre si je n'avais pas été celle qu'on venait de détruire. Il a tout transformé en une sorte de fatalité, une nécessité biologique. Il m'a parlé de cette nouvelle ville non pas comme de foyer, mais comme de point d'ancrage pour une vie dont je ne faisais pas partie, ou alors, seulement en tant que façade, une épouse trophée qu'il fallait traîner avec lui pour maintenir les apparences devant ses collègues et sa famille. Chaque mot qu'il prononçait était comme un clou de plus dans le cercueil de notre couple. Je l'écoutais, fasciné par tant de lâcheté cachée sous des couches de rhétorique sophistiquée. Il ne me demandait pas pardon, il m'informait. Il me faisait part de sa nouvelle réalité,
comme si j'étais un associé mécontent lors d'une réunion de conseil d'administration. À un moment, il a même eu l'audace de me dire que c'était pour le mieux, que tout le monde serait plus heureux et si, une fois que j'aurais accepté la situation, le mot est resté suspendu dans l'air, une insulte finale à nos 10 années de vie commune. Puis il s'est tourné, il a pris ses affaires et il est sorti de la pièce, me laissant seul avec la clé, la valise vide et le silence qui revenait plus lourd qu'avant, plus étouffant. Je suis resté immobile pendant ce qui m'a semblé être des heures. Les bruits de la rue, le chant des oiseaux, la vie qui continuait dehors, tout cela me paraissait ou était irréel. J'ai commencé à marcher dans la maison, de pièce en pièce, regardant chaque objet, chaque recoin que nous avions choisi ensemble. Tout était là, les meubles que nous avions posés, les livres que nous avions partagés, les cadres avec nos photos de vacances, nos sourires figés, nos promesses éternelles qui n'étaient plus que du papier glacé. Chaque objet était une accusation, chaque souvenir était une épine. Je savais ce que je devais faire, mais mon corps refusait d'obéir. Je n'étais plus la femme qui subissait, j'étais en train de devenir celle qui allait agir, mais à quel prix? Dans ma tête, le plan commençait à se dessiner, une réponse à la hauteur de la trahison. Mais j'avais besoin de temps, de calme, de lucidité. J'ai posé la clé sur la table de la salle à manger. Elle brillait sous la lumière crue de l'ampoule nue. Je savais qu'il reviendrait, qu'il voudrait la récupérer, qu'il voudrait que je fasse comme si de rien n'était jusqu'au déménagement. Il pensait que j'étais soumise, que j'étais acquise. Il ne savait pas ce que la trahison pouvait transformer chez une femme qui n'avait plus rien à perdre. Ce soir-là, alors que la nuit tombait, je me suis assise devant la fenêtre du salon, regardant les phares des voitures qui défilaient dans la rue. Je ne pleurais pas. Mes larmes avaient séché, laissant place à une clarté nouvelle, presque effrayante. Je pensais à cette autre ville, à cette nouvelle vie qu'il avait organisée pour nous, et surtout pour elle. Je pensais à cet appartement, à ce nid qu'il avait construit avec les décombres de mon bonheur. Il pensait m'emmener là-bas, m'installer dans une routine de femme trompée, alors qu'il vivrait ses journées et ses nuits avec elle. Il pensait que j'accepterais de rester dans l'ombre, à attendre ses retours, à faire semblant, à maintenir le décor pour ne pas que le vernis craque. Il ne connaissait pas ma capacité de résistance. Il ne connaissait pas le feu qui couvait sous les cendres. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à noter des choses. Non pas des noms, non pas des preuves, mais des faits. Une chronologie, la réalité, rien que la réalité. Ce n'était pas pour le faire chanter, non, c'était pour moi, pour garder les yeux ouverts, pour ne jamais oublier le jour où tout a basculé. Je ne voulais pas être la victime, je ne voulais pas être la femme bafouée qui attend dans un coin. Je voulais être celle qui contrôle, celle qui décide de la suite, celle qui transforme cette fin en un nouveau départ, même si ce départ devait être celui de sa chute. La maison semblait se refermer sur moi. Je voyais les cartons, les piles de livres, le désordre de notre vie passée, tout cela était devenu une prison. Il fallait que je m'échappe, non pas physiquement pour le moment, mais mentalement. Il fallait que je reprenne possession de mon existence. Je me suis levée, j'ai pris la clé, je l'ai glissée dans ma poche. Je n'allais pas la lui rendre. Je savais ce que cette clé ouvrait, je savais où elle menait, et je savais ce que j'allais faire de cette information. Ce n'était que le début de la partie. Il pensait m'avoir piégée, il ne se rendait pas compte qu'il venait de me donner toutes les cartes. La nuit a été longue, Henry Smith par les bruits de la maison et les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. Je n'ai pas fermé l'œil. Chaque seconde était une victoire, chaque souffle était un acte de résistance. J'imaginais son visage, le jour où il comprendrait que je n'étais pas le pion qu'il avait imaginé, le jour où la réalité s'écraserait sur lui avec la même violence qu'elle l'avait fait pour moi. Il pensait avoir le contrôle, mais le contrôle est une illusion, une façade que l'on construit pour masquer sa propre insécurité. J'allais lui montrer ce qu'est la vraie force, la force d'une femme qui a été trahie et qui refuse de se laisser détruire. Le lendemain matin, quand il est descendu pour son café, il a agi comme si de rien n'était. Il m'a embrassé sur le front, a demandé comment j'avais dormi, a parlé du déménageur qui devait passer dans 2 jours. Il était si naturel que j'ai failli douter. Avais-je rêvé? La clé était-elle réelle? J'ai senti la coldness du métal dans ma poche. Elle était bien là. Elle était ma preuve. Elle était ma promesse. Je lui ai répondu avec le même calme, le même sourire de façade. J'ai préparé son café, j'ai rangé ses affaires, j'ai joué le rôle qu'il attendait de moi. Mais au fond de moi, une autre femme était en train de naître, une femme qui ne craignait plus rien car le pire était déjà arrivé. Il ne savait pas que je savais, il ne savait pas ce que j'allais faire. Il ne savait pas que le déménagement, ce voyage vers cette nouvelle vie, allait être le théâtre de ma revanche. Il pensait que nous allions partir ensemble vers son paradis. Il ignorait que j'avais déjà commencé à démolir les fondations. Il pensait que le silence était mon acceptation. Il ignorait que le silence était mon arme, la préparation de mon prochain coup. Il pensait que j'étais à lui.
Il ne se doutait pas que j'étais en train de me reprendre, morceau par morceau, souffle après souffle, alors que nous commencions à charger le camion, alors que chaque objet emballé marquait la fait de ce qui avait été notre maison, je le regardais avec une sorte de pitié méprisante. Il s'activait nerveux donnant des ordres, pressant le pas. Il était si fragile, si pitoyable dans ses efforts pour maintenir son mensonge. J'étais, moi, une roche, une falaise face à la mer, rien ne pouvait m'atteindre, rien ne pouvait me faire bouger, j'étais prête. J'étais là, et je ne partirais pas sans avoir tiré tout ce que je pouvais de cette situation. Le voyage allait être long, la nouvelle ville nous attendait, et tout ce que j'avais préparé, tout ce que j'avais découvert, tout allait sortir au grand jour, au moment où il s'y attendrait le moins. Le moteur du camion a démarré, le vrombissement envahissant l'espace. Il m'a fait signe de m'ôter. J'ai regardé la maison une dernière fois, ce coco qui avait été le témoin de mon amour et de sa trahison. J'ai pris une grande expiration, j'ai fermé la porte, et je suis montée à côté de lui. Le voyage commençait. La partie était lancée. Il ne savait pas que je tenais les clés, pas seulement de cet appartement, mais de son avenir. Il ne savait pas qu'il venait d'embarquer pour un voyage dont il ne reviendrait pas indemne. Il pensait que c'était une nouvelle ville, une nouvelle vie. Il ne savait pas que c'était le début de la fête pour tout ce qu'il croyait posséder. Je me suis installée, j'ai mis ma ceinture, et j'ai tourné la tête vers la fenêtre regardant le paysage défiler, la pluie recommençant à tomber, comme ce jour de novembre où tout avait commencé. Mais cette fois, je n'avais pas peur. Cette fois, j'étais celle qui menait la danse. Et quand je me suis tournée vers lui, quand j'ai vu son regard fixé sur la route, serein, confiant, j'ai su que j'allais lui faire regretter chaque seconde de sa trahison. Le voyage était long, mais j'avais tout le temps de construire, de préparer, d'attendre. Et quand le moment serait venu, il ne comprendrait même pas ce qui lui arrivait. Le camion a pris la route, avalant les kilomètres, nous éloignant de tout ce que je connaissais. Je sentais le poids de la clé dans ma poche, une présence lourde, rassurante. C'était mon talisman, mon témoin, mon arme. Je ne savais pas encore comment tout cela allait finir, je ne savais pas quelle forme prendrait ma réponse. Mais je savais une chose, il ne s'en sortirait pas facilement. Il avait cru pouvoir me manipuler, me faire croire à son mensonge, m'utiliser comme un pion dans son jeu. Il avait oublié une chose, une femme qui a été trahie est une femme qui a perdu toutes ses chaînes. Et une femme sans chaîne est la créature la plus imprévisible et la plus redoutable qui soit. La route devant nous était longue, pleine de virages et d'inconnus, mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais vivante. Vraiment vivante. Le silence dans l'habitacle du camion était devenu une entité vivante, une présence épaisse qui étouffait le ronronnement du moteur. Marc conduisait avec une décontraction qui me donnait envie de hurler. Il tapotait le volant en rythme avec une chanson à la radio, un air léger et signifiant, qui contrastait avec l'incendie qui ravageait mes entrailles. Chaque kilomètre qui nous séparait de Lyon était un clou enfoncé dans le cercueil de notre ancienne existence. Il pensait, dans son arrogance masculine, que j'étais apaisée, que le déménagement avait agi comme une purge, que je m'étais pliée à la nécessité de sa nouvelle trajectoire. Il ne voyait pas que derrière mon regard fixé sur le paysage qui défilait, je disséquais chacun de ses gestes, chaque inflexion de sa voix, cherchant les fissures dans son armure de mensonge. Il a commencé à parler de la nouvelle maison, de la cuisine qu'il avait prévue, de la proximité du quartier avec ses bureaux, de tout ce confort qu'il avait imaginé pour nous, ou plutôt pour le rôle qu'il m'avait assigné. J'écoutais, incapable de décrocher un mot sans que ma voix ne trahisse le bouillonnement de ma rage. Mon esprit, lui, travaillait à toute vitesse. La clé, cette petite pièce de métal froid au fond de ma poche de veste, était devenue le centre de gravité de ma réalité. Elle ouvrait une porte dans cette ville inconnue, une ville où il avait déjà commencé à établir une double vie. Qui était-elle? Quel genre de femme pouvait accepter de se glisser dans les interstices de mariage en sursis, dans les ombres d'un homme qui se dédoublait avec autant de facilité? L'image d'une inconnue habitant l'espace qu'il avait créé avec mes propres rêves m'a donné un haut-le-cœur. Je ne suis pas une femme qui se laisse abattre sans rendre les coups. Ce n'est pas dans mon sang. À mesure que nous nous rapprochions, mon attention s'est cristallisée, je ne voulais plus seulement comprendre, je voulais voir. Je voulais la voir, elle, et surtout, je voulais qu'il comprenne que son échiquier était devenu un champ de mine. Il pensait m'emmener là-bas pour m'enfermer dans une cage dorée, une épouse témoin qui métiait les apparences sociales pendant qu'il vit ses escapades. Il a sous-estimé la puissance de la blessure qu'il m'a infligée. Quand une femme découvre qu'elle n'est plus l'héroïne de sa propre vie, mais un simple accessoire, elle cesse d'être celle qu'il a connue. Elle devient une ombre, une observatrice, une prédatrice patiente. Nous sommes arrivés en fait d'après-midi. La ville nouvelle m'a accueilli avec un ciel bas et une lumière grise, une atmosphère de film noir qui convenait parfaitement à mon état d'esprit. En voyant notre nouvelle maison, cette bâtisse moderne, trop propre, trop impersonnelle, j'ai senti une nouvelle vague de dégoût.
Ce n'était pas un foyer, c'était une scène de théâtre. Il s'est garé, a coupé le moteur et s'est tourné vers moi avec ce sourire de circonstance qu'il réservait à nos proches. Voilà, on y est, une nouvelle page, ma chérie. Le mot chérie m'a fait l'effet d'une décharge électrique. Comment osait-il? Sa main a effleuré mon épaule. J'ai eu un réflexe de recul, un mouvement sec, presque violent. Il s'est figé, son sourire vacillant un instant, avant de reprendre sa contenance. Il a cru à un accès de fatigue. Il ne pouvait pas imaginer que c'était mon corps qui refusait le contact avec un traître. Les jours qui ont suivi ont été un exercice d'équilibriste. Il s'absentait, prétextant des réglages pour l'installation, des dîners avec des clients locaux, des urgences de service. Je ne posais plus de questions, je ne faisais plus de reproches. J'étais devenu le miroir de sa propre indifférence. Je prenais soin de la maison, je déballais les cartons avec une lenteur méthodique, tout en surveillant ses moindres faits et gestes. Je notais ses heures de départ, le pare-feu qu'il remettait avant de sortir, cette façon qu'il avait de vérifier nerveusement son téléphone avant de franchir le seuil. C'était devenu un jeu cruel où j'avais l'avantage, car il pensait toujours que j'étais celle qu'il manipulait. Il ne se rendait pas compte que je n'étais plus là. Mon esprit était tout entier focalisé sur cette clé, sur cette adresse que j'avais mémorisée. Une nuit, alors qu'il dormait de sommeil lourd, celui des hommes qui pensent avoir tout réussi, je me suis glissé hors du lit. Le silence de la maison était oppressant, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge et la respiration régulière de celui qui, dans quelques heures, redeviendrait mon partenaire de façade. J'ai pris ma voiture, celle qu'il croyait garée dans le garage, et je suis parti dans cette ville que je ne connaissais pas, guidé par cette adresse griffonnée sur le reçu de restaurant. Mon cœur battait la chamade, une percussion sourde contre mes côtes. J'avais peur, oui, mais c'était une peur galvanisante, la peur de celle qui va découvrir l'abîme et qui se sent prêt à y sauter. Les rues étaient désertes. La ville défilait comme un rêve fiévreux, des néons, des vitrines closes, des avenues larges et glaciales. Je suis arrivé devant l'immeuble. C'était un bâtiment ancien, une façade en pierre de taille qui tranchait avec la modernité clinique de notre nouvelle maison. J'ai garé la voiture un peu plus loin dans l'ombre de platane. J'ai sorti la clé de mon sac. Elle brillait dans la lumière blafarde de lampadaire. Mes mains tremblaient, non pas de faiblesse mais d'une poussée d'adrénaline pure. J'ai marché jusqu'à l'entrée. Le digicode, j'ai hésité. Et si c'était une erreur? Et si c'était juste un investissement immobilier, un pied à terre pour ses affaires? Mais au fond de moi, une voix froide et implacable me disait que les hommes comme lui ne cachent pas des investissements dans des vieux cuirs élimés au fond de greniers poussiéreux. Ils y cachent leur vérité. La porte a cédé avec un déclic métallique, un son qui a résonné dans mon âme comme une sentence. Je suis entré dans le Inrolf, l'odeur. C'était ce parfum, ce mélange subtil de bois de santal et d'une autre fragrance, plus douce, plus féminine, que j'avais détecté sur ses vêtements lors de ses retours de voyage. Le sol s'est dérobé sous mes pas. J'ai gravi l'escalier, chaque marche semblant me rapprocher de l'anéantissement définitif de mes derniers doutes. Arrivé devant la porte, j'ai serré la clé. Elle est entrée sans effort, comme si elle attendait ma main. La serrure a tourné, j'étais à l'intérieur. L'appartement était plongé dans la pénombre, une lumière tamisée provenant de la rue dessinait les contours des meubles. C'était un espace intime, décoré avec une élégance qui n'était pas la mienne, mais qui portait une signature indéniablement féminine. Des objets personnels, des livres, des fleurs séchées dans un vase, une écharpe oubliée sur le dossier de fauteuil. C'était là, sa seconde vie, son jardin secret. J'ai parcouru la pièce, mon souffle coupé par une émotion violente, un mélange de haine et d'une tristesse si profonde qu'elle en devenait physique. J'ai ouvert les placards, feuilleté les magazines sur la table basse, touché les tissus. Tout respirait une vie qu'il avait construite hors de portée de mon regard, en m'utilisant comme un parave. Soudain un bruit en bas dans la rue, le moteur d'une voiture qui s'arrête, puis une portière qui claque. Mon cœur s'est arrêté de battre. Je me suis précipité vers la fenêtre et à travers les rideaux, j'ai vu la silhouette de Marc descendre de sa voiture, marchant de pas rapides, presque joyeux, vers l'entrée de l'immeuble. Il ne rentrait pas à la maison, il venait ici. À cette heure est due, alors qu'il était censé être en pleine réunion de travail pour une affaire urgente. J'étais prise au piège dans l'antre de sa trahison. Le temps semblait s'être figé, chaque seconde se dilatant, chargé d'une tension électrique. J'avais deux choix, fuir par l'escalier de service avant qu'il n'atteigne le palier, ou rester et affronter l'ultime vérité. Rester et lui faire face, là, dans le lieu même où il avait déversé le reste de son amour. Ma main s'est posée sur la poignée de la porte, mes doigts serrés jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, de plus en plus proches, un rythme régulier, confiant, celui d'un homme qui rentre chez lui. Je n'ai pas bougé. J'ai senti une rage froide m'envahir, une détermination qui surpassait tout ce que j'avais pu ressentir jusque-là. Je ne voulais plus fuir.
Je voulais voir l'expression de son visage quand il ouvrirait cette porte et qu'il réaliserait que le pion qu'il avait déplacé était devenu le joueur. La clé a tourné dans la serrure. La porte s'est entr'ouverte, laissant filtrer la lumière du couloir. Marc est apparu, une silhouette familière dans la pénombre de l'appartement. Il a marqué un temps d'arrêt, ses yeux mettant quelques instants à s'ajuster, son regard cherchant instinctivement quelque d'autre que moi. Quand il a réalisé ma présence, quand il a vu ma silhouette debout dans le salon, il a figé. Ce n'était plus l'agacement que j'avais vu la première fois, c'était de la peur. Une terreur pure, primale, l'homme qui voit tout son château de cartes s'effondrer de seul coup. Il n'a rien dit. Il est resté là, la main toujours sur la poignée et capable de bouger. Je l'ai regardé fixement, je n'ai pas dit un mot. Le silence dans la pièce était devenu une arme, un poids insoutenable qui semblait broyer tout ce qui restait de notre passé. J'ai senti le mode basculer autour de nous. Il a ouvert la bouche pour articuler quelque chose, une excuse, un mensonge de plus, mais aucun son est sorti. J'ai fait un pas vers lui, lattement, avec une assurance que je ne savais pas posséder. Ce n'était pas la fin. C'était le début d'une confrontation que je n'allais pas abréger. Il avait voulu jouer, il avait voulu me cacher, il avait voulu diviser son existence en compartiments et tâches. Maintenant, il allait devoir affronter les conséquences de ses actes. Il a reculé de pas, ses yeux éplorants, cherchant une issue dans mon regard qu'il ne trouvait plus. Je ne lui ai offert aucun réconfort, aucune faille. J'étais devenue une inconnue pour lui, une femme dont il ne connaissait plus les ressources, les intentions, la force. Il ne savait pas ce que j'avais déjà découvert, ni ce que j'étais prête à faire pour reprendre le contrôle. Il a bégayé un prénom, non pas le mien, mais un autre, un nom qui a résonné dans l'appartement comme une insulte finale à notre histoire. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas juste une aventure, pas juste une liaison passagère. C'était une vie, une réalité construite avec une autre, dans un appartement qu'il avait payé, qu'il avait meublé avec la même minutie qu'il avait utilisée pour notre propre maison. Il a commencé à s'expliquer, une avalanche de mots, de justifications pathétiques sur la pression, sur les erreurs, sur le besoin de respirer. Je l'écoutais, non plus avec tristesse, mais avec une curiosité presque scientifique. Comment un homme pouvait-il, avec autant de sang-froid, mener deux existences si différentes? Comment pouvait-il embrasser son épouse le matin et, quelques heures plus tard, se précipiter ici pour retrouver une autre femme? Chaque mot qu'il prononçait ne faisait que creuser davantage le gouffre entre nous. Il ne s'excusait pas, il essayait de rationaliser l'irrationnel, de normaliser l'anormal. Il ne réalisait même pas que sa voix, ses gestes, tout ce qu'il avait rendu séduisant autrefois, n'était plus aujourd'hui qu'une caricature risible de ce qu'il croyait être. Je l'ai interrompu d'une voix calme, posée qui a fait vibrer les murs de la pièce. « Arrête, Marc !» Il s'est tué instantanément surpris par la fermeté de mon ton. Je l'ai regardé non pas avec mépris, mais avec une clarté nouvelle. « Tu crois que c'est une question d'explication ? Tu crois qu'il y a un mot, une phrase, une justification qui peut effacer ce que tu as fait ? J'ai fait un tour sur moi-même, désignant du doigt l'appartement, les objets, la vie qu'il avait construite ici. Tout ceci n'est pas une erreur, c'est un choix que tu as fait chaque jour, chaque heure, pendant des mois. Chaque fois que tu m'as menti, chaque fois que tu es parti, chaque fois que tu as posé tes yeux sur moi en sachant ce que tu cachais. C'est ça la réalité, pas ce que tu dis maintenant. Il est resté silencieux, accablé par l'évidence de mes paroles. Il savait que j'avais raison, il savait que son masque était tombé. J'ai continué sentant une force nouvelle m'envahir, une puissance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Tu pensais m'emmener là-bas, dans cette nouvelle ville, et me laisser dans l'ignorance, me condamner à vivre dans l'ombre de tes secrets? Tu m'as vu comme un objet, un accessoire, quelqu'un qui n'a pas droit à sa propre vérité? J'ai fait un pas de plus vers lui, le forçant à reculer jusqu'au seuil de la porte. Mais tu as oublié une chose, Marc. La trahison ne détruit pas seulement le couple, elle détruit le traître. Car en me mentant, tu t'es menti à toi-même, tu as construit une vie entière sur du sable. Il a essayé de me toucher, de me prendre les mains, un geste de désespoir qu'il pensait pouvoir utiliser pour m'apaiser. J'ai écarté ses mains avec une froideur glaciale. Ne me touche plus, jamais. Ma voix était un coup près. Il a pâli, reculant un peu plus, une lueur de terreur s'installant dans ses yeux. Il ne me reconnaissait plus. Il ne reconnaissait pas cette femme, forte, lucide, impitoyable, qui lui faisait face. Il était habitué à la soumission, à la douceur, à la patience. Il ne savait pas gérer la vérité. Il ne savait pas gérer la confrontation directe. Il était devenu devant moi un homme diminué, un étranger dans sa propre vie, confronté à l'ampleur de sa propre lâcheté. Il a commencé à bégayer, cherchant des excuses, parlant de cette autre femme, de cette vie, comme si c'était une nécessité, une fatalité qu'il n'avait pas pu contrôler. J'écoutais impassible. Chaque mot qu'il prononçait ne faisait que confirmer ma décision. Il n'y avait plus d'amour, plus de respect, plus de passé. Il n'y avait plus que cette réalité crue. Je venais de perdre 10 ans de ma vie, 10 ans de confiance, 10 ans d'illusion.
Et tout ce que je voulais, c'était sortir de cette pièce, sortir de cette ville, sortir de cette vie qu'il avait construite pour nous. Mais je ne pouvais pas partir, pas encore. Il restait quelque chose à régler, quelque chose qui allait changer le cours de son avenir, de la même manière qu'il avait changé le mien. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la galerie photo. J'avais pris des clichés, des captures d'écran, des preuves de ses messages, de ses relevés bancaires, des preuves irréfutables de sa double vie, de son appartement secret, de ses mensonges accumulés. Tu pensais que je ne savais rien, ai-je dit en lui montrant l'écran de mon téléphone. Tu pensais que j'étais une idiote. Mais pendant tout ce temps, j'ai observé, j'ai analysé, j'ai compris. J'ai toute la vérité, Marc, toute. Et elle ne va pas rester cachée entre nous deux. Il a écarquillé les yeux, une panique pure s'emparant de lui. Il a essayé de m'arracher le téléphone, mais je l'ai retiré vivement, le glissant dans ma poche. Tu as joué avec ma vie, Marc. Tu as joué avec mes sentiments, avec mon futur, avec tout ce que nous avons construit ensemble. J'ai fait une pause, le regardant droit dans les yeux, cherchant à lire dans son âme, ou du moins dans ce qu'il en restait. Maintenant c'est mon tour de jouer. Il est resté figé, est capable de réagir, est capable de prévoir la suite. C'était cette incertitude, ce vide devant lui, qui était ma plus grande revanche. Il avait voulu le contrôle, il l'avait perdu, totalement, définitivement. J'ai tourné les talons et je me suis dirigé vers la porte, le laissant là seul, dans cette pièce qui symbolisait tout ce qu'il avait fait pour m'exclure, pour me réduire à néant. Je suis sorti de l'appartement, descendu les escaliers, sorti de l'immeuble. La ville était toujours là, silencieuse, indifférente, baignée dans la lumière grise de la fée de nuit. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que j'allais faire le lendemain ni dans une heure. Mais une chose était sûre, je n'étais plus la même femme. J'étais pour la première fois libre. Libre de ces mensonges, libre de ces manipulations, libre de ce poids que j'avais porté pendant trop longtemps. La route devant moi était encore longue, pleine d'inconnus, de défis, de peines. Mais je n'avais plus peur, parce que j'avais la vérité. Et la vérité est la chose la plus puissante que l'on puisse posséder. Je suis monté dans ma voiture, j'ai mis le contact et j'ai démarré. J'ai roulé sans but, laissant la ville derrière moi, laissant cet appartement, laissant Marc. Je ne savais pas où je finirais, mais je savais une chose, je ne reviendrais jamais en arrière, jamais. La vie que j'avais connue était finie, enterrée sous le poids des mensonges, mais j'allais en construire une autre, sur des bases solides, sans compromis, sans faux semblants. Je n'étais plus la victime, je n'étais plus celle qui attend, j'étais celle qui décide, celle qui avance. La route était devant moi, claire et pleine de promesses, même si ces promesses étaient teintées de tristesse. Mais la tristesse passe tandis que la liberté, elle, reste. Alors que je roulais dans la nuit, un appel a retenti sur mon téléphone. C'était lui, Marc. Il essayait de m'appeler, de m'expliquer, de me retenir. J'ai regardé l'écran, j'ai vu son nom s'afficher, une lumière bleue dans l'obscurité de la voiture. J'ai hésité une fraction de seconde, puis avec une lenteur calculée, j'ai appuyé sur le bouton pour rejeter l'appel. Il a rappelé, encore, j'ai rejeté une nouvelle fois. Il ne m'atteindrait plus, plus jamais. J'ai été mon téléphone, le posant sur le siège passager. Le silence est revenu, un silence réparateur, un silence de libération. La nuit touchait à sa fin, les premières lueurs du jour perçaient l'horizon, une tête orangée qui promettait une nouvelle journée. Je me suis garé sur le bord de la route, observant le lever du soleil. C'était magnifique, un spectacle de pureté, une promesse de renouveau. J'ai respiré profondément, l'air frais du matin remplissant mes poumons, chassant le reste de cette vie étouffante. Je ne savais pas ce qui m'attendait, je ne savais pas quelle serait ma prochaine étape, mais j'étais prête. Je n'étais plus la femme trahie, j'étais la femme qui renaît. La partie n'était pas finie, non, elle ne faisait que commencer. Et cette fois, je ne jouerais pas selon ses règles. J'écrirais les miennes à ma façon, sans concession, sans retour en arrière. La voiture a redémarré. J'ai pris la direction de l'autoroute, là où toutes les routes convergent, là où tous les possibles existent. Je ne sais pas pourquoi, mais au moment où j'ai dépassé la bretelle d'accès, une pensée m'est venue, une intuition glaciale. Ce n'était pas juste lui qui m'avait trahi. Il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, de plus complexe, une vérité qui se cachait derrière ces mensonges, un secret si noir, si enfoui, que même lui n'osait pas le nommer. J'ai serré le volant, la terreur et la curiosité se mêlant dans mon esprit. Qu'est-ce qu'il m'avait caché d'autre? Quelle était la vraie nature de sa double vie? J'ai réalisé, avec une angoisse montante, que la clé que j'avais trouvée n'était que le début d'un labyrinthe, et que, pour en sortir, je devrais aller jusqu'au bout de cette noirceur, jusqu'au cœur même de son secret. La route devant moi n'était plus seulement un chemin vers la liberté, c'était un chemin vers une vérité qui pourrait bien tout détruire. Et alors que je faussais vers l'inconnu, j'ai su qu'il était trop tard pour faire marche arrière. La vitesse m'offrait une forme d'anesthésie. Chaque kilomètre avalé par le bitume sous mes pneus était une coupure nette avec le passé, une ligne de démarcation que je traçais entre la femme que j'étais avant,
cette ombre docile qui déballait des cartons dans une maison étrangère, et celle qui tenait désormais le volant, les articulations saillantes, le regard fixé sur l'horizon est différent. Je ne cherchais pas une destination géographique. Je cherchais une sortie de secours dans le labyrinthe de ma propre existence, un espace où le souffle ne me manquerait plus. Marc pensait m'avoir emprisonné dans une cage dorée, mais il avait seulement construit ma prison avec des matériaux de récupération, et il suffisait de coups d'épaule bien placés pour que tout le décor s'effondre. Je repensais à son visage dans l'encadrement de la porte, cette expression de terreur pure qui n'avait rien à voir avec le regret. Il n'avait pas peur pour nous. Il avait peur pour son confort, pour son équilibre, pour ce petit théâtre qu'il gérait avec une minutie maniaque. C'était là sa véritable faute, cette arrogance de croire qu'il pouvait fragmenter le mode, qu'il pouvait contenir la vie, les sentiments et le temps dans des cases hermétiques. Il pensait que j'étais un accessoire de décoration, un meuble que l'on déplace d'une pièce à l'autre sans jamais lui demander son avis, sans jamais soupçonner qu'il puisse avoir une âme capable de s'embraser. Il m'avait sous-estimé, et c'était là sa plus grande erreur, celle qui allait lui coûter la structure même de son mode. Plus j'avançais, plus je sentais le poids de cette découverte se transformer en une légèreté étrange, presque effrayante. Il y avait une urgence dans mon sang, une nécessité de déconstruire chaque mensonge. Ce n'était pas seulement une femme, cet autre, ce n'était pas seulement une trahison sentimentale, c'était un système. Il avait mené une existence entière en se jouant de moi, en utilisant mon affection comme un masque pour légitimer ses heures de disparition, ses week-ends frévotés, ses absences prolongées. Chaque fois qu'il m'avait embrassé, chaque fois qu'il m'avait murmuré des promesses, il était déjà ailleurs, il appartenait déjà à ce lieu de pierre de taille, à ce pare-feu qui imprégnait ses vêtements. Je me suis garé sur une aire de repos, moteur coupé, dans le silence total de la nuit. J'ai sorti mon téléphone. Les preuves étaient là, étalées en quelques clics, des échanges, des photos, des relevés, une cartographie précise de son posture. Je ne ressentais plus cette colère sourde et pulsatile qui m'avait habité pendant des mois. Elle avait laissé place à une clarté froide, presque clinique. Je n'étais plus dans l'émotion de la blessure. J'étais dans l'action. Il ne méritait pas une scène, ni des larmes, ni une explication de ma part. Le silence était mon dernier mot. J'ai regardé l'écran une dernière fois. J'ai envoyé les éléments aux personnes concernées, celles qui, dans son entourage professionnel et social, avaient bâti une image d'intégrité autour de lui. Je n'ai pas écrit de lettres. Je n'ai pas ajouté de commentaires. La vérité, présentée crue, n'avait pas besoin de mots pour détruire. Elle se suffisait à elle-même. C'était mon ultime acte de sabotage, la fait de son architecture de mensonge. J'ai posé le téléphone sur le siège passager, était sans vie. Le silence dans l'habitacle était revenu, mais ce n'était plus celui de l'étouffement, c'était celui de l'espace libéré. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel commençait à se têter de bleu d'acier, le signe que la journée allait se lever sur un paysage que je ne reconnaissais plus. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas de plan. Je n'avais pas de maison à préparer, pas de dîner à prévoir, pas de rôle à tenir. J'étais en cet instant une feuille blanche. C'était une sensation vertigineuse, comme se tenir au bord d'une falaise, mais, au lieu de la peur du vide, j'éprouvais une fascination pour la chute. Car chuter, c'était en fait ne plus être tenu, ne plus être retenu, ne plus appartenir qu'à soi-même. Marc, lui, allait se réveiller dans cet appartement, ou peut-être dans notre maison, cherchant son téléphone, cherchant à contrôler la situation, cherchant à m'appeler pour réécrire le récit. Mais il ne trouverait que le vide. Il se heurterait à l'absence totale de réponse, à ce silence que j'avais cultivé pour le neutraliser. Il comprendrait, petit à petit, que le miroir qu'il avait brisé ne reflétait plus son image, mais les éclats de sa propre déchéance. Il ne pourrait plus jamais me toucher. Il ne pourrait plus jamais altérer ma perception. J'avais repris possession de ma vue, de mon esprit, de mon corps. Le moteur a redémarré avec un vrombissement qui m'a semblé être le son de ma propre respiration. J'ai engagé la première et je me suis réinséré sur la route. La vitesse, à nouveau, pour effacer le dernier souvenir, le dernier regret. Je ne regardais pas dans le rétroviseur. Le passé ne m'intéressait plus, il ne contenait aucune leçon, seulement des cendres. Je regardais droit devant, vers les lumières de la ville qui apparaissaient au loin, vers ce futur inconnu qui, pour la première fois, m'appartenait entièrement. J'avais survécu, non pas en triomphant au sens classique, mais en cessant d'exister dans les termes qu'il avait définis. Les kilomètres défilaient, effaçant Lyon, effaçant l'appartement, effaçant Marc de ma trajectoire. Je n'étais plus une épouse, je n'étais plus une victime. J'étais une femme qui marchait, ou plutôt qui roulait, vers une solitude coquise, une liberté arrachée à la force du poignet. Ce n'était pas un rapienf, ce n'était pas une délivrance hollywoodienne. C'était juste la réalité, brute et simple.
La douleur était toujours là, nichée quelque part dans ma poitrine, une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais vraiment, mais elle ne me dictait plus mes actes. Elle était devenue une partie de moi, un rappel constant du prix de la vérité et de la nécessité de ne jamais, au grand jamais, laisser un autre posséder les clés de sa propre vie. À mesure que le jour s'installait, j'ai commencé à ressentir une faim, une soif, des besoins simples, terrestres, humains. J'ai réalisé que pendant tout ce temps, j'avais oublié de vivre, j'avais oublié que mon corps m'appartenait. Je me suis arrêtée dans un petit village, une boulangerie ouvrait, l'odeur du pain chaud flottait dans l'air matinal. Je suis sortie de la voiture. L'air était froid, vivifiant. J'ai respiré un grand coup, sentant mes poumons se gorger d'oxygène, une sensation de vie pure et sans filtre. J'ai commandé un café, je l'ai bu en observant les gens passer, des inconnus qui ignoraient tout de la tempête que je venais de traverser. C'était apaisant, ce sentiment d'anonymat, de faire partie du mode sans lui appartenir totalement. Je ne savais pas quelle ville je choisirais. Je ne savais pas ce que je ferais de mes mai de mai. Peut-être que je chercherais un travail insignifiant, peut-être que je m'installerais dans un petit appartement avec une vue sur rien, juste pour le plaisir du silence. Ce qui cotait, c'était que pour la première fois depuis une éternité, personne n'attendait rien de moi. Je n'étais le reflet de personne, je n'étais le support d'aucun fantasme, d'aucun mensonge. J'étais moi dans ma nudité, dans ma vérité, sans artifice, sans masque. C'était une sensation de puissance si pure qu'elle en devenait presque douloureuse. La faim n'était pas une explosion, c'était une décompression, un dernier souffle que je relâchais en fait. Tout ce que j'avais accumulé, toute cette rage, toute cette déception, tout ce besoin de comprendre, tout s'évaporait dans la lumière du matin. Il ne restait rien, juste cette route et moi. J'ai payé mon café, j'ai souri à la boulangère, un vrai sourire, le premier depuis si longtemps, et je suis retournée à la voiture. Le contact a tourné, le moteur a ronronné, une mélodie douce, un nouveau départ. Je ne savais pas où la route me mènerait, mais ce qui est certain, c'est que je ne me retournerai pas. Le monde est vaste, il est rempli de déceptions, de trahisons et de mensonges, mais il est aussi rempli d'opportunités de se reconstruire. J'avais appris que la seule chose que l'on peut réellement posséder, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une vie construite sur des bases communes. C'est soi-même. Et c'est une possession qui demande une vigilance de chaque instant, une force constante, une honnêteté sans faille avec ses propres désirs et ses propres limites. Le paysage défilait, des champs, des arbres, des villages, une France éternelle et indifférente, magnifique dans sa simplicité. Chaque kilomètre me rendait un peu plus à moi-même, un peu plus entière. J'étais comme une sculpture que l'on dégage de blocs de pierre, chaque coup de buret, aussi douloureux soit-il, m'aidait à révéler ce que je voulais vraiment être. Il n'y avait plus de marque, il n'y avait plus de double vie, il n'y avait plus que cette route, ce ciel et cette certitude que, quoi qu'il arrive désormais, je ne serai plus jamais l'ombre de quelqu'un. Je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit un jour, avec cette suffisance qui le caractérisait, que j'étais le socle de sa vie. Quel ironique aveu, car c'était lui qui m'avait utilisé comme un socle, un support mort pour sa propre stabilité. Mais ce socle finit toujours par se fissurer sous le poids d'une construction absurde. Je m'étais effondré, oui, mais c'était pour mieux renaître. Il ne restait que moi, debout sur les ruines de ce que nous avions cru être un amour. La route était longue, je le savais. Il y aurait des moments de doute, des moments de solitude, des moments où la peur reviendrait me hanter. Mais je savais aussi que j'avais la force de les traverser, parce que j'avais découvert la seule vérité qui cotait, je suis capable de tout surmonter. Je n'ai pas besoin d'explications, je n'ai pas besoin d'excuses, je n'ai pas besoin de lui. J'ai seulement besoin de cette liberté que je touche maintenant du bout des doigts, cette liberté qui me rend en fait vraiment vivante. Le soleil est maintenant haut dans le ciel, la lumière inonde l'habitacle, une chaleur douce qui me rassure. Je roule et chaque mètre est une victoire. J'ai tout laissé derrière moi, les regrets, les larmes, les illusions, les mensonges, tout est resté dans le rétroviseur. Il n'y a plus que l'horizon, cette ligne est finie où tout peut arriver, où tout est encore possible. Et alors que je fonce vers cette nouvelle existence, je ressens en fait cette paix, ce calme, ce silence intérieur, ce silence qui est le plus beau des cadeaux que je pouvais m'offrir. Je ferme les yeux un instant juste pour sentir le vent, la vitesse, la vie qui palpite en moi. Je suis là, je suis entière, je suis libre. Je ne suis plus la femme qui l'a trahi. Je ne suis plus la femme qui l'a ignorée. Je ne suis plus la femme qui l'a utilisée. Je suis moi, tout simplement moi, et c'est la seule chose qui cote. La route est devant, elle est belle, elle est ouverte. J'avance et chaque seconde est une confirmation de ma renaissance. Il y a une chanson qui passe à la radio, un air que nous aimions, un morceau qui me rappelait nos débuts, nos rires, nos projets. Je ne change pas la station, je ne cherche pas à effacer le souvenir. Je l'écoute, je le laisse m'envelopper sans douleur, sans amertume. C'est juste de la musique, un écho d'une autre vie, une vie qui n'est plus la mienne, mais qui a fait partie de mon chemin.
J'accepte ce passé, je l'accueille avec bienveillance, mais je ne le laisse plus m'atteindre. Il est là, il a existé, mais il n'a plus aucune prise sur mon présent. Je réalise à quel point je suis chanceuse d'avoir pu voir la vérité. Beaucoup d'autres auraient continué, auraient fermé les yeux, auraient accepté le mensonge pour garder une façade, une sécurité. J'ai eu le courage de regarder, de comprendre, de décider. Et cette décision a été la plus importante de ma vie. Non pas parce qu'elle a tout brisé, mais parce qu'elle m'a permis d'être enfin honnête avec moi-même. L'honnêteté, c'est le seul luxe que je ne m'étais jamais permis. La voiture file, le paysage change, les arbres se font plus rares, la route devient plus dégagée, plus large. Tout est si clair, si simple. J'ai l'impression de voir le mode pour la première fois, sans le filtre de mes propres peurs, de mes propres attentes. La vie est là devant moi, sous toutes ses formes, pleine d'inconnus, de surprises, de promesses. Je n'ai plus peur de l'inconnu. L'inconnu, c'est là que tout se joue, c'est là que l'on se découvre. Je regarde mes mains sur le volant, elles ne tremblent plus. Elles sont fermes, assurées, prêtes à diriger, à construire, à avancer. J'ai retrouvé ma force, ma dignité, mon estime de moi-même. Je me suis retrouvée. Et rien, personne ne pourra jamais plus me prendre ça. Cette certitude est mon socle désormais. Non pas un socle pour un autre, mais un socle pour moi, une base solide sur laquelle je vais bâtir mon propre futur, à mon rythme, selon mes propres termes. Je roule et le mode est à moi. Il n'y a plus de limites, plus de barrières, plus de murs. Juste cette route qui m'appelle, qui me guide, qui m'attend. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que je suis sur le bon chemin. Le chemin de la vérité, le chemin de la liberté, le chemin de moi-même. Et c'est tout ce qui importe. Je suis prête. Je suis en fait tout simplement prête. La lumière du jour est parfaite, une clarté limpide qui illumine chaque détail du paysage. Je me sens légère, presque aérienne. La tristesse, le poids, la colère, tout a disparu, tout a été balayé par ce voyage, par cette décision de tout reprendre à zéro. C'est comme si je commençais une seconde vie, avec toute l'expérience de la première, mais sans les erreurs, sans les illusions. Je suis plus sage, plus forte, plus lucide. Je suis une femme qui sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut plus. Je repense à cet appartement, à ce lieu de mensonge, et je n'éprouve plus rien. Juste une forme d'indifférence calme, un constat, comme si j'avais visité un musée et que j'en étais ressortie. C'était un lieu, c'était un temps, c'était une erreur. Maintenant c'est passé, je suis ailleurs, je suis ici maintenant vivante, libre, et cette liberté est le plus beau des horizons. La route est calme, le trafic est fluide, je me sens en harmonie avec tout ce qui m'entoure. J'ai en fait trouvé ce que je cherchais depuis si longtemps, ce sentiment d'être à ma place, d'être en accord avec moi-même. Il n'y a pas de destin, il n'y a que des choix. Et aujourd'hui, j'ai fait le meilleur choix de mon existence. J'ai choisi ma liberté, j'ai choisi la vérité, j'ai choisi moi. Alors que je dépasse les derniers panneaux indicateurs de cette région, je sens une dernière vague d'émotions, non pas de regret, mais de reconnaissance. Je remercie cette femme que j'ai été, celle qui a souffert, celle qui a douté, celle qui a cherché, parce que c'est elle qui m'a conduite jusqu'ici, jusqu'à cette liberté, jusqu'à cette nouvelle moi. Sans elle, je n'aurais jamais eu le courage de briser ses chaînes. Je lui rends hommage, je l'embrasse et je la laisse partir pour que je puisse en faire vivre. La route devant moi était finie, une ligne droite qui se perd à l'horizon, une promesse de tout ce qui est encore à découvrir. Je souris un vrai sourire et j'appuie doucement sur l'accélérateur. Le moteur chante, la voiture glisse et je m'enfonce dans le jour, vers tout ce qui m'attend, vers tout ce que je vais devenir. Je suis là, je suis libre, et c'est le début de tout. Le silence est revenu dans l'habitacle, un silence de plénitude, de paix, de certitude. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à dire. Tout est là dans ce moment présent, dans cette route, dans ce souffle. Je suis une femme qui a survécu, une femme qui a trouvé la lumière, une femme qui avance en fait vers la clarté. Tout le reste n'est plus que du passé, une histoire que je laisserai derrière moi, dans le vent, dans le bitume, dans l'oubli. Je suis prête à vivre, vraiment, intensément, magnifiquement, et c'est tout ce qui cote. Le soleil est maintenant au zénith, la route est baignée de lumière, tout est si clair, si pur. J'avance, je respire, je suis, c'est tout, juste moi et le mode qui s'ouvre sans fait, sans limite, sans attente. C'est le début de ma vraie vie, en fait libre.